à tous. Vous êtes sur les antennes de la télévision nationale congolaise dans la charpente de ces journaux. L'aérodrome, l'aéroport de Bangoka à Kisangani n'est pas fermé, rassure Godard Wamba, commandant de cet établissement aéroportuaire ciblé autrefois par des attaques armées, des drones kamikazes de l'armée rwandaise. Plus de 8 drones porteurs de munitions non conventionnels ont été écrasés par l'armée congolaise à proximité de la piste de décollage avant d'atteindre leur cible. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Ce journal va nous amener également dans la province du Kasaï central pour parler du démarrage des travaux d'asphaltage de 35 km de route d'intérêt national dans le cadre du projet Tile-Gelou dans la ville de Kananga, un programme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exécuté par l'entreprise arabe contracteur en vue de la matérialisation de sa vision. Le peuple d'abord, resté en position d'écoute. Tout de suite, le développement de ces titres, encore une fois de plus. Bienvenue à tous. Washington, le couple présidentiel a pris part au grand rassemblement de prière, le National Prayer Breakfast à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Intervenant à cette rencontre, le président américain Donald Trump a salué la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cette rencontre et l'accord de partenariat stratégique signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. D'autres détails dans ce reportage signé Pierre Kibambe Somoïsa sur les images de Faustin Moissola. Reportage. Le grand événement tant attendu a vécu ce jeudi 5 février 2026. Washington a accueilli le 74e National Prayer Breakfast, ce grand rassemblement annuel qui a réuni le président des États-Unis d'Amérique, les membres du Congrès américain et plus de 3500 leaders internationaux autour des valeurs de prière et d'unité placées sous le thème de la réconciliation et du dialogue. Séjournant dans la capitale des États-Unis d'Amérique pour une visite officielle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette rencontre nationale américaine de prière en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel de la RDC a été chaleureusement salué par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a loué l'accord de partenariat stratégique signé avec son homologue de la RDC. Merci, Monsieur le Président. C'est un homme brave. Je sais ce que vous avez. Ça, c'était très difficile. Ça, c'était beaucoup d'années. Et rien n'est facile. Il fallait faire des allers-retours. Mais vous êtes un homme brave. C'est un honneur de vous avoir. Nous avons le plus grand deal avec le Congo. Le Congo est un pays magnifique. Nous avons signé le contrat le plus grand avec des entreprises qui vont aller là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Dans son intervention, le président de la République a inscrit son message dans l'esprit du thème principal de la cérémonie en rappelant la valeur universelle de la dignité humaine. Le chef de l'État a formulé le vœu de paix et de fraternité entre les nations, appelant à l'avènement d'un monde où la paix, la justice, la droiture, la liberté, la sécurité et la dignité sont davantage garanties pour tous. Selon les organisateurs, l'objectif du National Prayer Breakfast est de promouvoir la prière collective, le dialogue et la réconciliation entre les responsables des sensibilités diverses dans l'esprit de Jésus de Nazareth. À travers la visite du chef de l'État à Washington, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique réaffirment leur volonté de bâtir un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts au service de la paix, de la prospérité et la stabilité régionale et internationale.
toujours aux États-Unis d'Amérique, en marge du National Prayer Breakfast, la rencontre annuelle de prière à Washington, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu plusieurs rencontres avec des autorités américaines sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, à l'accord de paix de Washington et au partenariat stratégique entre la RDC et les USA. Pierre Kibambwe, Somoïssa, dans ses reportages. Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la banque américaine de développement, où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minéraux critiques, précise le vice-premier ministre Mokoko Samba, qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minéraux critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minéraux de la République démocratique du Congo dans le cadre justement de l'accord de partenariat. Et dans un autre registre, d'une longueur d'environ 1575 km, le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique et le commerce transfrontalier. À Kinshasa, 4 jours ont suffi pour les experts de ces deux pays d'étudier et valider l'accord bilatéral du régime fiscal qui sera appliqué lors de la gestion de ces ponts qui va relier les deux capitales. C'est le directeur général de la CGT qui a procédé à la clôture de ces travaux tenus dans la capitale congolaise. Eric Kabamba pour les commentaires. Le 12 février prochain, le ministre des Finances de la RDC et du Congo-Brazzaville signeront l'accord bilatéral du régime fiscal particulier qui sera appliqué dans la gestion du pont rail-route qui sera prochainement construit entre Kinshasa et Brazzaville. Pour rédiger cet accord, les experts des deux pays ont travaillé intensement durant 4 jours dans les locaux de l'agence congolaise des grands travaux à Kinshasa.
Pour la République du Congo, la coordonnatrice des marchés publics à la délégation générale des grands travaux, qui était accompagnée des 4 collègues, tous experts dans le domaine. Du côté de la RDC, des délégués des régies financières dont la DGI, DGDA et DGRAD ont apporté chacun des connaissances sur l'ensemble des taxes, impôts et droits liés au projet. Ces assises techniques, officiellement lancées le mardi 3 février par le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Mido, marquent les franchissements d'une nouvelle étape vers la concrétisation de ces projets stratégiques. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure est le point focal du projet pour le RDC, clôturant les travaux ce jeudi 5 février 2026, a salué ces pas importants que vient de franchir le projet. Félicitations pour tous les travaux que vous avez faits. Franchement, c'est la première fois que je vois un tel engagement de plusieurs structures qui travaillent en commun accord pour arriver à aboutir à un travail qu'on peut présenter aujourd'hui devant les chefs d'État. A noter que le projet Pont-Route Rail Kinshasa-Brazzaville vise à renforcer l'intégration économique entre les deux pays, stimuler les échanges commerciaux et aussi ouvrir les deux États au reste de l'Afrique. Des familles sans abri passent la nuit à la Belle Étoile depuis 2022, une situation causée par les inondations de pluie diluviennes qui se sont abattues au mois de décembre de cette année à Matadi-Kibala, abandonnées à leur triste sort. Ces victimes lancent un cri de détresse pour le parachèvement des travaux de construction de 1000 logements sur la recommandation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous dit Iverson Kabwaba dans ses reportages. 4 ans après le drame, la détresse demeure. À Matadi-Kibala, les victimes des inondations provoquées par les pluies diluviennes de décembre 2022 n'ont toujours pas retrouvé un toit. Un énième cri d'alarme lancé depuis le site de Mukilango où 1000 maisons promises restent inachevées. Ici, des familles entières vivent dans une précarité extrême. Sans abri, exposés aux intempéries, ils passent leur nuit à la Belle Étoile dans l'attente d'une solution qui tarde à venir. Face à cette situation alarmante, Alexandre Kadada, l'un des sinistrés, élève la voix. À travers un SOS adressé au gouvernement central, il plaide pour le financement et le parachèvement des travaux de ces logements, seule issue pour redonner dignité et espoir aux familles sinistrées. Tous les conteneurs qui étaient à Matadi sont déjà sur place sur le site. Maintenant, depuis que les conteneurs sont là, jusqu'à présent, il n'y a pas le mouvement du travail. Notre souci, vraiment, est que le gouvernement congolais puisse donner l'argent à la société 1000 Vestes pour que 1000 Vestes termine le site. Parce que c'est le gouvernement congolais qui est en train de financer ces travaux. Depuis que le Congo est Congo, il n'y a jamais eu un président qui a eu une catastrophe naturelle, qui a atteint une portion de sa population, qui a pris la décision de dire alors, comme ma population souffre, on va chercher un endroit qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent habiter. Pour la première fois, de voir un homme, ce que dit Tshilombo Momayo Kaninda, qui a décidé que sa population ne souffre pas. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus pour lui dire que si, alors, il y a la possibilité que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, puisse donner à la société 1000 Vestes l'argent. Derrière ces murs inachevés, ce sont des vies suspendues, des familles à bout et une urgence humanitaire qui interpelle. À Mukilango, l'attente se prolonge et le cri de détresse résonne plus fort que jamais. L'idée est d'améliorer leur employabilité. Ils sont en majorité de jeunes Congolais qui ont participé à cette formation dans les secteurs techniques clés. Initiative de l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle en vue d'orienter cette tranche d'âge importante de la vie vers des compétences recherchées sur le marché du travail. La cérémonie des remises des certificats a eu lieu à l'ambassade de Chine ici à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Gaëtan Magalano pour les reportages. De premiers bénéficiaires de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle reçoivent ici le félicite de la Chine aussi du gouvernement de la RDC représenté par le ministre remarqué qu'il la cérémonie de cet après-midi est le couronnement d'une franche collaboration entre la Chine et la RDC, a martelé l'ambassadeur Zhao Bino. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de témoigner du succès des 8 stagiaires exceptionnels sélectionnés par l'Europe qui ont obtenu des opportunités d'emploi offertes par Siconi. Ce succès résulte certes des propres efforts et talents des stagiaires,
mais aussi de la coopération pragmatique, fructueuse entre la Chine et le Congo. Une initiative qui traduit en acte l'engagement pris par le gouvernement congolais par le biais du ministère de la Formation professionnelle et la République populaire de Chine d'œuvrer en faveur de la jeunesse. Dans son argumentaire, le ministre remarque qu'il a salué le partenariat sino-congolais avant d'y mettre le souhait de pérenniser cette collaboration pour en faire une opportunité à la jeunesse. Vous êtes aujourd'hui le modèle, les échantillons de la collaboration entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le domaine de la formation professionnelle, mais aussi vous êtes les ambassadeurs désormais de la volonté exprimée par le président de la République, par la première ministre pour faire de la jeunesse le fer de lance du développement de notre pays. Parlant de son expérience et parcours, Joël Kawele, bénéficiaire, évoque plutôt un couronnement des efforts fournis. Pour elle, la formation leur a permis de rompre avec le chômage. Immense joie et un honneur que je vais occuper aujourd'hui le poste d'assistance en ressources humaines. Dans cette collaboration, le mérite revient en grande partie à la société chinoise. Sikobin, son directeur général, n'a pas ménagé les efforts pour concrétiser le vœu du gouvernement congolais. Ces candidats recrutés lors de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle organisée à Kinshasa au mois de décembre dernier ont achevé avec brio leur formation au sein de cette société. Séjournant dans l'espace Grand Bandundu dans le cadre de la pacification de cette partie confrontée par le conflit communautaire entre Teke et Yaka, le ministre délégué à la Défense nationale a reçu les alertes de la population sur la dégradation des infrastructures routières dans ces coins du pays très attentifs. Elézer Tamboué a promis de porter leur voix auprès des autorités compétentes pour des solutions urgentes. Serge Marlemata pour les commentaires. Un véritable calvaire. La route nationale numéro 17 se dégrade de plus en plus, surtout en cette saison de pluie. Cette route en terre reliant Kinshasa à partir de Mongata à la province de Maïndombe, territoire de Kwamut, et la ville de Bandundu dans le Koulou rend la tâche difficile aux voyageurs et commerçants opérant sur ces tronçons routiers. En raison des bourbiers, des nids de poules, par ici, la boue par là, des véhicules prennent des heures pour s'en sortir. D'autres se renversent pendant les manœuvres. D'autres encore tombent tout simplement en panne. Face à ces situations critiques, une délégation d'habitants de l'espace Grand Bandundu s'est rendue auprès du ministre délégué à la Défense nationale et les Tamboué pour l'alerter afin de mener un plaidoyer au niveau du gouvernement central. La démarche visait également à faire remonter les difficultés pour une intervention rapide des autorités. Très attentifs à les préoccupations, et les Tamboué a promis de faire part de les doléances à son collègue des infrastructures et travaux publics dans un bref délai. Cette action s'inscrit dans une dynamique de gestion responsable de l'environnement et de la sécurité des citoyens. Dans l'entretemps, la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces se tiendra très prochainement dans la ville de Bandundu, chef-lieu du Koulou. Ce sera une opportunité de booster les infrastructures locales. Je le disais dans le titre, démarrage des travaux d'asphaltage de 35 km de route d'intérêt national dans le cadre du projet Tchilegelou dans la ville de Kananga, un programme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo exécuté par l'entreprise Arabe Contractor en vue de la matérialisation de sa vision. Le peuple d'abord, le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou a fait le constat du début effectif des 10 travaux. Martin Mangaza pour d'autres détails. Mercredi 4 février 2026, l'entreprise Arabe Contractor a démarré avec l'asphaltage des avenues Mukenye Chabantou, Kasavubu et Dr Etienne Tshisekedi, ex-Makar, ciblés dans le cadre du projet Tchilegelou au centre-ville de Kananga. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'est déployé sur les chantiers pour constater lui-même le début de ces travaux. Dans plus ou moins une semaine, la circulation sera fluide sur ces artères importantes, laisse entendre l'ingénieur Jimmy Koula, directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, qui en est le maître d'ouvrage délégué. Nous sommes en train de faire la première pause des enrobés sur la ville de Kananga dans le cadre du projet Tchilegelou, 35,36 km.
c'est une grande joie pour la ville et c'est un départ où nous n'allons pas nous arrêter ici. Vous avez déjà vu ce qu'Arab Contractor a eu à faire par rapport aux enrobés sur la nationale. Et avec la formulation qui a été faite, vous pouvez même voir de vous-même, la qualité elle est déjà en place, mais c'est l'œuvre humaine. Il faut vérifier la température, il faut vérifier les épaisseurs. C'est ça le travail de suivi que nous sommes en train de faire pour avoir un travail de qualité. Ébloui de constater la modernisation de ces avenues sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dekanangé réitère leur loyauté aux premiers citoyens de la République pour la concrétisation de sa promesse. Chez nous, que Dieu te bénisse et que Démarrés en juin 2025, les travaux de réhabilitation de la chaussée à ce jour à la pose des couches de roulement interviennent au lendemain de la visite de travail du chef de l'État au Kasaï central, un signal fort qui symbolise les rapprochements de l'exécutif provincial. L'aéroport de Bangoka à Kisangani n'est pas fermé. Confirmation du commandant de cet établissement aéroportuaire ciblé autrefois par des attaques armées, des drones kamikazes de l'armée rwandaise. Plus de 8 drones porteurs de munitions non conventionnelles ont été anéantis par l'armée congolaise à proximité de la piste de décollage avant d'atteindre leur cible. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Des précisions dans ces reportages. Nous sommes à l'aéroport international de Kisangani Bangoka. En ce jeudi 5 février 2026, les avions atterrissent et décollent à la régulière. Les activités aéroportières se déroulent normalement dans un climat de sérénité et de professionnalisme, rassurant ainsi les voyageurs et les usagers de cette plateforme stratégique de la Tchopo sous l'œil vigilant de Godard Wamba, commandant de l'aéroport international de Kisangani Bangoka. Les infrastructures aéroportuaires, les aides à la navigation, l'aérogare que le gouvernement a mis à notre disposition, ainsi bel aérogare, sont en très bon état. Donc, nous voulons vous rassurer que l'aéroport de Kisangani est effectivement opérationnel. Entouré des agents et cadres de son établissement, Godard Wamba salue la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a modernisé l'aéroport international de Kisangani Bangoka. C'est avec une profonde gratitude et une immense reconnaissance que je tiens à adresser mes plus sincères remerciements au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, et au gouvernement de la République pour la volonté opiniâtre de moderniser les aéroports de la RDC et en particulier celui de Kisangani Bangoka, lequel à ce jour est éligible pour sa certification conformément à la réglementation internationale. L'aéroport international de Kisangani Bangoka est pleinement opérationnel au service du développement et de la connectivité de la province. Malgré de nombreux obstacles enregistrés liés notamment aux intempéries, les travaux d'aménagement et de bitumage de route nationale numéro 2 sur les tronçons Kabinda-Manga dans la province de la Lomami évoluent de manière satisfaisante. Constat dressé par le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction à l'issue d'une mission d'évaluation effectuée sur terrain. De reportages dans d'autres détails dans ce reportage. Lancé en décembre 2004 par le président de la République, les travaux enregistrent une avancée notable sur les lots 2 situés à Katoka en territoire de Kabinda. À ce jour, l'installation de la base principale de Katoka est achevée à 100%, tandis que la base vie secondaire de Jumba est réalisée à 50%. La centrale d'enrobage est déjà installée et une seconde est en cours de mobilisation. La centrale de concassage est pleinement fonctionnelle. Les ciments, des fils de bitume, des moellons sont disponibles ainsi que des bordures en pleine fabrication. Sur les 134,5 km prévus pour les lots 2 de Kabinda Ambanga, les travaux exécutés à ce jour comprennent notamment les débroussailلاges et les dégagements des emprises sur les 45 km ainsi que 15 km de la couche des formes. 8 dallos sont déjà achevés et d'autres en pleine exécution. La construction des caniveaux évoluait normalement afin de drainer les eaux des pluies. Les chefs de l'eau et représentants de la mission
mission des contrôles, M. Kra Jean-Claude, a reconnu l'existence de plusieurs contraintes ayant ralenti les rythmes d'exécution. Il s'agit notamment de la lenteur dans la libération des emprises routières, de la délocalisation de la fibre optique des liquides Telcom, des effets de la saison des pluies, ainsi que du retard dans l'indemnisation de certaines populations riveraines. Face à ces défis, les autorités provinciales appellent la population au calme et à la collaboration. Jean-Anatole Tchibangu a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à mener ces projets à son terme. Il a également plaidé pour l'évacuation urgente des bourbiers sur les tronçons Cabinda-Katoka et a annoncé le démarrage de la semaine prochaine de travaux d'entretien du ravin du camp 5R. Les déplacés des conflits armés dans la province de l'Ituri vont désormais bénéficier d'une aide humanitaire d'urgence. Ce programme du gouvernement provincial sera exécuté dans 3 zones de santé du territoire des Mahagi, vise à soulager ces personnes fuyant les guerres d'agression dans cette partie du pays. Reportage. Au moins 25 000 personnes déplacées internes, retournées, membres des communautés hôtes ainsi que des réfugiés rapatriés sont concernés par les projets d'appui intégré aux solutions durables et à la résilience des communautés affectées par les déplacements en Ituri. Intitulé Mahagi Jami Imara Keshobora, une communauté forte et un avenir durable à Mahagi. Ce projet a été lancé ce jeudi 5 février à Bunia, financé par l'Union européenne à hauteur de 10,8 millions d'euros et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Il vise à renforcer la résilience des communautés touchées. Ce projet s'inscrit dans une logique de solutions durables pour les populations affectées, a précisé Issoufou Kosikoye Moussa, chef de bureau de l'OIM à Bunia. Il vise à renforcer la cohésion sociale, soutenir la relance économique locale, améliorer l'accès aux services essentiels et promouvoir une gouvernance inclusive en plaçant les communautés et les autorités locales au cœur de l'action. Un projet jugé opportun par l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissano Alaloua, qui a salué son lancement. Le projet que nous accueillons aujourd'hui arrive à un moment crucial. Il répond aux besoins réels de nos communautés et s'inscrit dans une vision des solutions durables en mettant l'accent sur la résilience, la paix et le développement local. La cérémonie a été présidée par Dieudonné Omasombo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire d'Uri en charge des questions économico-financières. Elle a réuni toutes les parties prenantes, notamment le représentant de 3 zones concernés, Angumu, Rimba et Mahagi, où le projet sera exécuté sur une durée de 3 mois. Les motos neuves ont été remises officiellement à la police nationale congolaise et au service des sécurités à Butembo, dans la province du Nord Kivu. Cette initiative vise à renforcer la capacité des forces de l'ordre pour faire face aux menaces sécuritaires persistantes dans cette entité. Reportage. Tête à tête, c'est jeudi 5 février 2026 à Ville de Béni entre le vice-gouverneur policier de la province du Nord Kivu et une délégation de la société Casgold, conduite par son numéro 1, Kasereka Mouliangassou. La délégation n'est pas venue les mains vides. Elle est venue exprimer ce soutien aux efforts socio-sécuritaires du pouvoir public provincial à livrer gratuitement une moto de grande puissance. Il s'agit d'un engin doté d'un moteur de 250 chevaux à 6 vitesses, spécialement conçu pour les interventions rapides de l'armée et de la police, mais également pour le pistage. Il escorte des cortèges officiels. En réceptionnant les clés de cette moto, au nom du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo a mission, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, vice-gouverneur policier, a salué ces gestes citoyens et patriotiques. Toutes les délégations qui vont arriver, on va les escorter avec ça. Quand nous avons des urgences, nous allons aussi utiliser. Et je vous promets que même si vous rentrez ici dans 6 mois, même si on est à Goma, vous allez trouver la moto, ça sera bien. Ce n'est pas une moto de Béni. C'est une moto qui est destinée pour la province. Alors le chef de la province c'est à Goma, donc les jours où on va quitter ici, on va ramener ça avec nous. Mais en même temps, on va faire quand même plaidoyer pour que
on puisse doter la police de plusieurs de motos comme ça, même quelques unités d'intervention de l'armée. Ça va beaucoup nous aider, surtout que ce sont des motos qui sont quand même puissantes. Ces dons constituent un message d'encouragement aux autorités provinciales engagées dans la restauration de la sécurité, a déclaré Dalzo Mumbere, secrétaire de Francis Kakombani, chargé du marketing des Casse-Gold. La cérémonie s'est clôturée par les essais de cette moto, sous le regard joyeux des participants. Plus de 2000 candidats admis au DEA et en thèse de doctorat étaient en séminaire pédagogique animé par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert